4, 3, 2, 1. Pas de blabla, une émission de Patrice Salin. On parle culture, on n'y va pas par quatre chemins. Ils sont partis. Bonjour à toutes et à tous. C'est la 49e de Pas de Blabla. Nous sommes en direct sur Transistor. Nous sommes le jeudi 18 décembre sous un soleil absolument torride ce matin, dans des conditions assez dantesques. La flotte sur la voie express. Eh bien, nous sommes ravis ce matin d'accueillir Christine Falleron. C'est bien ça, Christine, hein? Tout à fait. Bonjour. Bonjour, Christine de Splan. Et nous accueillons aussi Gaël, Bruno et Gustave de l'association. Enfin, on dit collectif, association? Assemblée à la base. Assemblée, oui, ouais. C'est vrai. Assemblée RSA pour le coup. RSA, si je cale déjà là-dessus, Christine, RSA, revenu... Solidaire d'activité. Ah, c'est ça. Hein. Solidarité active. Ah, mais là, qu'est-ce que j'ai du mal à retenir ça. Merci beaucoup, Bruno. Je disais Assemblée RSA, France, Travail et Brest, en l'occurrence, pour ajouter la localisation de l'Assemblée du collectif. Voilà. Alors, on est plus on est oui et non dans la culture. C'est-à-dire qu'au départ, on a toujours eu l'intention d'inviter Christine et Splan pour parler de la place des médias indépendants, en l'occurrence, et médias sur le net, hein, puisque c'est ça, Christine Splan. Et qui veut dire quoi en breton d'ailleurs pour éclaboussure, non Alors, ça veut dire splendide, ça veut dire clair, évident. Ah ça commence très bien. Et voilà, l'idée c'était au départ tu me l'as déjà dit, de la lumière sur des zones d'ombre. Ouais, c'est ça. Voilà. Et voilà, et on est né là de cette idée que dans le paysage médiatique, même breton, il y avait des sujets qu'il était compliqué d'aborder. Et notamment, on fait de l'enquête et de l'investigation, et c'est-à-dire qu'on prend le temps de travailler au long cours sur des sujets que la presse quotidienne régionale ne prend pas forcément le temps de faire. C'est ça. Soit par manque de temps, de moyens, ouais. Ou par choix éditorial aussi. Voilà. Hein. Et soit aussi parfois par choix éditorial, et des fois les choses se percutent un peu. Et quand on parle du RSA et du conseil départemental, on est aussi complètement là-dedans, quoi. Alors, il s'est passé des choses pas très agréables, Christine, avec ta collègue dont on peut rappeler le nom d'ailleurs. Chloé Richard. Voilà, Chloé, on la salue. Vous étiez, tu vas nous expliquer, vous étiez donc le mercredi 3 décembre chez Armor Luxe à Quimper. Et donc, il y avait une présentation du bilan d'étape du RSA. Et d'ailleurs, nos amis qui sont là aussi de l'Assemblée, vous y étiez, hein, j'imagine, Gustave, Bruno et Gaël. Donc, écoute, le récit de la mésaventure, Christine, on t'écoute. Alors le point de départ de cette histoire, c'est donc qu'il y a une invitation qui a été faite à 200 chefs d'entreprise et salariés du monde de l'insertion pour venir écouter l'intitulé, c'est présentation du bilan du RSA par Maël de Calan dans les locaux du magasin usine Armor Luxe à Quimper. Cette invitation, nous on la reçoit pas directement, hein, contrairement à Ouest France et le Télégramme. Mais elle circule énormément au point que du coup les collectifs et syndicats, les collectifs de chômeurs et précaires s'organisent pour faire un rassemblement devant les locaux de l'usine. Ouais, d'Armor Luxe, c'est ça. Hein. Luxe. Et donc nous, avec Chloé, on décide de se rendre à ce rendez-vous et de le couvrir journalistiquement. Parce que d'une part, il y a le point de départ, c'est ça, il y a à la fois
des syndicats des chômeurs qui manifestent, et de l'autre côté, dans la salle, on a un élu et des patrons. Donc il y a un enjeu de tension journalistique qui nous amène à assister à ça. Et en plus de ça, ma consoeur Chloé Richard vient de réaliser un papier sur les conséquences de la politique du RSA et des contrôles qui sont vécus de manière hyper intrusive notamment par les agriculteurs qui gagnent pas assez et qui du coup s'installent, qui ne gagnent pas suffisamment d'argent, qui du coup ont un complément RSA, avec des contrôles hyper poussés. Donc on raconte tout ça dans l'article, et il y a des questions qui restent sans réponse. Donc on se dit ok, on va à ce rendez-vous-là pour couvrir l'événement et poser ces questions qui sont restées sans réponse. Et ce qui me semble intéressant de dire aussi, Christine, c'est que vous prévenez de votre venue, en fait. Vous vous inscrivez en quelque sorte. C'est ça, c'est que le carton d'invitation qui circule, il y a un QR code et on peut s'inscrire sur un formulaire, il faut donner son nom, son prénom, sa fonction. Donc on met presse locale, moi je mets mon nom, mon prénom. Et Chloé, le mercredi midi, reçoit un appel du service com du département qui lui dit c'est une soirée privée, donc ne venez pas. J'appelle des collègues journalistes qui, eux, me disent nous, on n'est pas au courant de ce rendez-vous à 18h30, mais par contre, il y a une conférence de presse à 14h30. Elle vous l'a pas dit, là, la chargée de com du département? Oui, non. En amont, il y avait une conférence de presse organisée par le CD29. Voilà. Donc, ils ont bien pris soin, effectivement, de ne pas nous convier non plus à cet événement. Donc à partir de ce moment-là, on se dit, il faut qu'on y aille. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'on nous ferme des portes? Et donc, Et donc, concrètement, en voulant rentrer dans le bâtiment, à l'entrée, il y a des vigiles et puis il y a un listing. Je donne mon nom et puis j'explique que je suis là pour se plaindre. Et donc là, tout de suite, on nous explique que non, c'est pas possible, que c'est une soirée privée. Voilà. J'essaye de parlementer pendant une dizaine de minutes en disant mais je suis là, vous n'allez pas interdire l'accès à la presse quand même. Il y a le président du département qui est là, qui va parler de son chef d'entreprise. C'est pas anodin, c'est pas. Et des journalistes du Télégramme et de Ouest France sont présents aussi. Oui, mais ça, à ce moment-là, moi, je le sais pas encore. Tu le sais pas encore. C'est en découvrant la presse après et en voyant qu'il y a des articles. Le coup, tu t'en es pas aperçu de ça. Non. Par contre, ma collègue, effectivement, s'aperçoit qu'il y a bien un listing presse à l'entrée avec des noms de journalistes et avec Donc, il y a des journalistes qui sont invités, il y en a d'autres qui ne sont pas invités, et donc il y a un cas manifeste de tri sélectif de journalistes. Et en sortant du bâtiment, parce qu'au bout d'un moment, moi je reste un peu sur le parking, je fais des interviews des gens qui viennent à la soirée. Un vigile sort, me demande de quitter les lieux de manière assez pressante. Je veux prendre une photo, il sort sa lampe torche pour m'empêcher de prendre des photos. Et là, alors que je m'apprête à sortir du parking, il essaye de saisir ma caméra. Du coup, c'est la vidéo qu'on a mise en ligne où je comprends absolument pas ce geste et où il y a une entrave manifeste de travailler. Donc ce qui est bien, Christiane, c'est que tu as eu le réflexe aussi de filmer pour le coup avec ton téléphone, hein, j'imagine. Hein. Non, c'est ma caméra. C'est la caméra qui filme carrément, puisqu'elle est allumée, évidemment. Voilà. Tu filmes, et pendant ce temps-là, Gustave, Gaël et Bono, eux, vous êtes dans la manifestation, en quelque sorte, dans le rassemblement qui est organisé devant Armor Luxe, c'est ça, hein? Pendant que d'un côté, il y a Christine qui essaye de bosser, et vous êtes dehors, il y a à peu près une cinquantaine de personnes, c'est cela, Gustave? Peut-être, ou peu importe, hein, Gustave, Gaël, oui, Bruno. Nous, en gros, on est. Vous êtes dehors dehors, devant les grilles d'Armor Luxe. Donc il y a un rassemblement. Il y a un rassemblement qui a été appelé publiquement par la CGT. Alors nous, c'était pas tout à fait les modes d'action. Il y a eu plusieurs modes d'action qui se sont décidés. Il n'y a pas eu vraiment de communication. Du coup, on finit par débarquer à plusieurs personnes de l'Assemblée devant le rassemblement. Quand on débarque, les gens ils font un mouvement vers les grilles, on se retrouve devant les grilles avec très vite encadré par à la fois une boîte de sécu privée et à la fois par toute la brigade d'intervention du commissariat de Quimper qui est en tenue avec bouclier
Et gazeuse. Gazeuse. Et gazeuse, ouais. Voilà, du coup, qui interdit l'entrée au parking de l'usine. Là, il y a des files de bagnoles qui arrivent, notamment tous les personnes qui assistaient au rendez-vous de Decaland. Et Donc beaucoup de patrons. Beaucoup de patrons. Après, avec des gens qu'on a discuté, il y avait aussi des élus qui sont par leur poste élus dans des CCAS ou dans des CDAS qui ont des postes d'élus. Okay. Du coup, il y a quelques discussions avec des gens qui sont contents de discuter, mais plutôt le discours, c'est des gens très favorables à la politique de Decaland. Oui, et d'accord. voilà. À un moment, on se dit, on va perturber cette venue, on peut pas rentrer, du coup... On se met sur la route et un petit peu d'entrave. En 1 minute 30. Enfin, d'entrave. Même pas, en 30 secondes, sommation et on se fait gazer. Oui, on voit d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la vidéo de Christine qu'on voit. Non, c'est pas la tienne. Non, c'est des manifestants qui nous ont fourni les images et où effectivement, on voit... On voit des policiers qui gazent un petit peu, j'ai envie de dire... un peu comme ça par hasard, les gens, en fait. Hein. D'ailleurs, Ludovic Morin, qui est le secrétaire général de la CGT 29, a été ce soir-là aussi gazé. Je t'ai pas coupé, évidemment, Christiane, j'ai donné la parole au collectif et à l'Assemblée pour qu'on comprenne un petit peu. Et là, c'est vrai que tes images à toi sont vraiment impressionnantes et les paroles sont extrêmement choquantes de la part de cet agent de sécurité, c'est ça, hein, qui sont donc employés forcément pour cette soirée-là, où ils te rejettent carrément du truc, quoi. Enfin, même au dehors du parking, quoi. Oui. Et même au-delà, il te dit, va chercher ta voiture, allez chercher votre voiture. Hein. Et vous pouvez porter plainte, allez-y. Et avec en plus, cette anticipation qu'il a eue d'enlever son numéro de matricule. Ah oui, parce que ça, tu le signales aussi, mais il faut savoir que quand on est journaliste, on ne peut pas être bousculé comme ça, etc. Et lui parle de atteinte à sa vie privée. Alors, c'est peut-être un détail, diront certains, mais moi, je trouve que c'est justement assez choquant quand même. Oui. Et toi, tu es perturbé, forcément, et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est des situations en tant que journaliste. Pas très agréable. Hein. Là, c'est aussi, pour moi, c'est important que le collectif soit là aujourd'hui parce que c'est des situations, les militants, ils la vivent très régulièrement, c'est ce type de bousculade. Effectivement, en général, la presse, on la laisse travailler. Et là, les agissements de cet agent de sécurité, en plus du refus manifeste qu'on avait eu avant, créent un climat comme ça où on sent qu'on n'est absolument pas les bienvenus. Et cet agent de sécurité, voilà, je ne sais pas s'il a agi de son propre gré ou parce qu'il a eu des consignes avant. Mais en tout cas, il se permet de sortir du cadre légal. Saisis ta caméra au risque de la casser parce qu'on sait que c'est du matériel extrêmement fragile. Ouais, donc je comprends pas trop ce geste-là, mais il est symbolique de la tension qui régnait ce soir-là et de l'envie des organisateurs effectivement de cacher quelque chose, quoi. Oui, parce qu'ensuite, si tu me permets, Christine, le département a ensuite déclaré avoir affirmé n'avoir donné aucune consigne en ce sens aux agents de sécurité. Et c'est étonnant quand même. Ça n'empêche que dans ces dernières déclarations lors de la séance plénière de jeudi dernier, Maël Decaland, quand il raconte cette histoire-là, il parle de ce malheureux vigile qui a eu un geste peut-être un peu déplacé. Mais du coup, ce malheureux vigile, c'est vraiment un renversement aussi de la situation, mais comme c'est le cas, et on en rediscutera à d'autres endroits de sa manière de communiquer, qui est d'inverser les rôles, quoi. Oui. Chers amis du collectif, vous vouliez nous dire quelque chose, mon cher Bruno ? Ouais, en tout cas, c'était juste un peu raconter les moyens de traitement de la contestation. Moi, j'ai l'impression que... La façon de faire du conseil départemental ou la façon qu'il a de se protéger par rapport au collectif ou aux associations, aux manifestants. Ouais, en tout cas, c'est essayer de réguler la contestation ou de faire qu'elle n'existe pas. En tout cas, nous, avant l'été...
dans le collectif, ça fait un an à peu près qu'on est mobilisé, mais peut-être on pourra revenir après sur les raisons qui nous poussent à essayer de faire des choses sur ces questions-là et de faire un peu d'agitation. Mais en tout cas, on avait décidé d'intervenir et de lire un tract lors de la plénière du conseil départemental de juin dernier. On n'était pas vraiment invités, on s'est invités. L'idée, c'était d'interrompre la séance et de lire un tract. On s'est assez vite fait barrer les portes par les élus qui sont interposés. On est sorti et quand on est sorti, il y avait on était au conseil départemental et c'est à 30 mètres du commissariat et du coup on s'est fait entourer par les agents du commissariat, amenés en garde à vue. On a décidé de garder, de leur déclarer qu'on s'appelait à peu près tous pareils. Et ça a conduit à ce qu'ils nous gardent à peu près 24 heures en garde à vue pour certains, ceux qu'ils n'avaient pas réussi à identifier. Et les menaces, c'était dégradation. Alors apparemment, il y avait une porte qui avait été cassée et puis... Il n'y a pas eu d'agression, de violence physique. En tout cas, ça a été caricaturé comme tel. Toute contestation, c'était menace sur les élus, violence sur les élus, etc. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est la commissaire avait demandé une reconduction après 24 heures de garde à vue, une reconduction de garde à vue pour 24 heures, et ce que le parquet a refusé parce que je pense qu'il n'y avait pas grand-chose, et de fait, il n'y a aucune suite depuis. Pas de suite judiciaire. Aucune. Mais en tout cas, chaque fois qu'on fait une intervention au conseil départemental, ils mettent le paquet pour essayer de faire en sorte d'étouffer l'affaire. Et sur ce sujet du RSA? Sur ce sujet, mais je pense sur tout un tas d'autres sujets. Ouais. Après, ça va avec la politique, c'est juste, faut que ça déroule. Lui, il dit, il titrait, je crois, un plan qui séduira jusqu'à la CGT. Enfin, oui. Il me semble que c'est D'accord. dire, et alors que nous, on pense qu'il fait des plans surtout qui servent les intérêts du patronat local. C'est-à-dire qu'on parlait justement de chiffres, je vous parlais de chiffres avant le début de Pas de Blabla ce matin, une baisse spectaculaire en fait de l'argent. Christine, tu vas me dire si je me trompe, c'est l'une des plus fortes en France par rapport au RSA. Et en plus, on est passé au niveau des allocataires de 18 000 à 14 000, d'après les derniers chiffres que j'ai. Et au niveau budget de départ en 2021 était de 117 millions d'euros. Et aujourd'hui, il est de 109 millions d'euros en 2025, avec ce que tu disais tout à l'heure, Christine, avec des contrôles augmentés et peut-être aléatoires, je ne sais pas. Nous, c'est effectivement le début de notre enquête là-dessus. C'est parti là-dessus. J'avais une question également, c'était savoir pourquoi Splend s'intéresse à la politique départementale du RSA. Alors, on s'intéresse à beaucoup de choses oui. à Splend, mais notamment là, depuis plusieurs mois, on reçoit énormément d'alertes de bénéficiaires du RSA, de gens qui travaillent aussi dans la protection ou l'accompagnement des précaires, qui nous disent il se passe quelque chose de très violent du côté du département, et notamment il y a cette politique des contrôles, et je pense que les membres du collectif là pourront raconter plus en détail comment ça se passe un contrôle. Oui, ce que disait Bruno, là, en tout cas, il y a une politique du chiffre pour faire descendre le nombre de personnes au RSA, d'allocataires, qui n'est pas du tout une politique du vivre mieux, ou d'aider les gens en situation de précarité. C'est vraiment une politique du chiffre. Voilà, et donc à partir de là, nous recevons toutes ces alertes, on se dit il faut s'occuper, enfin il faut traiter cette question, mais effectivement ça se traite pas en une demi-ligne dans les journaux. Et c'est tout l'intérêt aussi de ce qui s'est passé autour de la soirée du 3 décembre, c'est qu'est-ce que ça met en lumière. C'est-à-dire qu'il y avait une manifestation, il y avait 200 patrons, et les comptes rendus dans les journaux, c'est effectivement la photo de Maëlle de Calan, quelques phrases, et une ligne sur le fait qu'il y avait une manifestation, mais ça reste vraiment très modeste. Et il y a en tout cas une guerre de la communication aussi qui est menée par le département. Et le fait qu'il nous ferme les portes, mais qu'il les ouvre à d'autres, ça raconte aussi quelque chose. Et c'est pour ça que l'histoire a pris de l'ampleur, parce qu'après, les syndicats de journalistes au niveau national ont fait remonter cette histoire. Le SNJ, syndicat national des journalistes, le SNJ-CGT aussi d'ailleurs. Oui.
Et parce que c'est effectivement le tri sélectif de journalistes, c'est quelque chose de très grave. Bien sûr. Et donc, ce qui s'est passé à cet endroit-là raconte énormément de choses et met en lumière aussi le fait, pourquoi est-ce qu'on invite 200 patrons pour une soirée et parler du RSA. En fait, c'est pas des gens qui sont là pour embaucher des personnes au RSA. On est aussi plus largement dans l'idée de créer du réseau, de faire des soirées. Ouais, avec c'est des ça, patrons, c'est un think tank, un peu comme on dit aujourd'hui. Du réseautage, quoi. Voilà. Je sais pas si ça se dit réseautage. Mais... Oui, mais Ouais. et voilà, ça met tout ça en lumière, quoi. Mais effectivement, le point de départ de notre enquête, c'est effectivement ce décalage entre le traitement médiatique de ce qui se passe autour de la question du RSA dans le Finistère et nous, les remontées que nous font les gens en nous disant mais il se passe quelque chose de très grave. Et je pense que c'est peut-être justement sur cette politique du contrôle où l'un des arguments de Maël de Calan, c'est de dire tout simplement on a des droits, on a des devoirs, c'est normal de se faire contrôler, pas plus d'une fois par an. Et on peut employer le mot, puisque ce que disait Bruno, par exemple, au niveau de la plénière du mois de juin, il y a une forme de répression. Des allocataires Gustave. Et puis de votre collectif aussi, non ? De toute évidence, quand ça se passe comme ça. Oui, après ça, je pense de toute façon, c'est national aussi. Et D'accord. Les luttes sociales sont quand même... Parce qu'on parle, pour Monsieur de Calan, on parle aujourd'hui de droite dure. Ouais, ça, c'est une droite assez classique, moi je pense. Répressive, ouais. Oui, qui est. Parce que disait Christine, c'est extrêmement grave et très important. Qui est répressive, qui est pour des politiques de renforcement de l'exploitation des gens. Enfin, c'est la droite plutôt classique, quoi. Et après, moi, je pense que de toute manière, en France, mais pas qu'en France d'ailleurs, mais les mouvements sociaux sont assez fortement réprimés. On a vu les gilets jaunes, par exemple, ou d'autres luttes sociales, quoi. Moi, ce qui m'interroge quand même, chers tous, c'est où sont passées ces 4000 personnes allocataires qui bénéficiaient du RSA. Qu'est-ce qu'elles deviennent aujourd'hui, ces personnes ? Très inquiétant, non ? Ça, moi, je peux répondre rapidement. On n'a pas trop d'informations sur ce qu'elles deviennent, mais par contre, on peut prendre un peu quelques chiffres, parce qu'on n'a pas de la politique du contrôle du département. En gros, les contrôles, on est à peu près à 3000 par an depuis que la politique elle est mise en place. Donc, c'est des contrôles massifs. Hein. C'est beaucoup ? Par rapport à ce qu'il y avait avant ou... Avant, en fait, ça n'existait pas. Donc, les contrôles départementaux, ils existent depuis Maël de Calan. C'est-à-dire que lui, il a mis une équipe en place, quoi, de contrôleurs qui ont pour tâche de faire ça à plein temps. Il y a une équipe, il y a plusieurs contrôleurs, il y a un juriste, il y a aussi un chargé de contentieux. Et toute cette équipe est chargée de réaliser des contrôles massifs tous les ans, et on est à peu près à 3000 contrôles par an. Sachant que ça, c'est un des types de contrôles auxquels un bénéficiaire du RSA peut être soumis. Il peut être aussi soumis à des contrôles de la CAF, et il peut aussi être soumis à des contrôles de France Travail s'il est inscrit à France Travail. Et c'est vrai que Christine, pour revenir à ce plan, après donc le 3 décembre, Monsieur de Calan a été invité chez certains médias et il a mis l'accent sur le fait que ce plan était un média d'obédience d'extrême gauche, n'était même pas un média mais un blog, moi j'ai lu. Alors oui, il y a une évolution sémantique pendant toute la semaine sur tout un tas de choses dans cette histoire. Donc on voit qu'il y a eu aussi un travail avec des petites cellules de crise qui ont dû s'organiser du côté du département, parce que nous, au départ, quand on nous refuse l'accès, c'est une soirée privée, puis qui ensuite devient une réunion de travail. Et pareil, on est d'abord taxé de médias d'extrême gauche, puis de blogs d'extrême gauche. De blogs. Et c'est réducteur en plus de blog par rapport au métier de journaliste, je trouve, non ? C'est la stratégie du dénigrement, en fait. Oui. C'est un truc on a déjà... C'est quelque chose qu'on a déjà subi de la part des lobbies agroalimentaires, qui rédigent des petites fiches et qui, avec des éléments de langage pour les personnes qu'elles soutiennent, en disant... de toute façon, on les décrédibilise pour qu'ils ne soient pas sérieux. Et de fait, on rend leur parole, du coup, inefficiente. Pour le coup, ça ne marche pas. Ce plan,
On a reçu énormément de soutien de collègues journalistes. Et beaucoup de messages sur les réseaux. Etc. Donc voilà, mais c'est la stratégie du dénigrement et c'est ce qu'il utilise à d'autres endroits aussi. Oui, justement, à ce propos, Christine, si tu peux me permettre, par rapport au futur stade à Brest, il y a des plaintes au pénal visant Brest Métropole, mais aussi Maël de Calan, contre les associations écologistes. Je dis écologiste, ouais. C'est la même pratique en fait. C'est du dénigrement en fait. Et les écolos, enfin les associations de riverains et les associations écologistes ont également porté plainte contre Monsieur de Calan pour diffamation. On est un petit peu dans la même façon de fonctionner, en fait. C'est-à-dire, pour avoir à éviter de répondre aux messages, on s'attaque aux messagers. C'est-à-dire que là, le fond du sujet sur le stade, c'est la justice a tranché. Alors, c'est autre chose, mais je précise que c'est pas la première fois que M. de Calan pratique ce genre de choses. Mais du coup, ça lui évite d'aller sur le fond du problème. Et le fond du problème, je pense que la question auquel on aimerait répondre, et le collectif, par exemple, là, vous pouvez raconter, c'est quand on parle de contrôle, voilà, vous l'avez déjà dit, il dit, il y en avait pas avant, c'est normal qu'il y en ait. Non, il y en avait avant. Ils sont organisés par la CAF, par France Travail. Ils existent déjà, ces contrôles. Donc, c'est diffuser l'image de, voilà, les gens au RSA, ils sont là, ils se tournent les pouces et la vie est facile. Et je sais pas, est-ce que vous pouvez, par exemple, les cas de contrôle qui nous ont été racontés, c'est quand même des choses qui sont hyper intrusives. C'est pas rien, un contrôle, c'est pas juste tu montes ton papier, t'es pauvre et tu repars. Je sais pas si vous pouvez rentrer dans les détails de concrètement, c'est quoi un contrôle RSA, quoi. De ce qu'on a un peu pu comprendre, c'est que c'est Gaël. Pardon, Gaël. Ouais. Non, mais je t'en prie. Non, c'est un peu un truc sournois qui met du temps. On va demander des relevés bancaires, on va devoir justifier de toute entrée, sortie d'argent. Et on va devoir, même pour des 5 euros d'une famille qui aide, file un coup de pouce, tout ça doit être justifié. Donc du coup, il y a vraiment cette espèce de truc qui va prendre du temps, parce qu'en plus on va envoyer des courriers derrière, on va demander à ce que ce soit recontrôlé. Enfin, il y a quelque chose comme ça sur le long terme qui n'a pas de fin. Donc du coup, il y a un épuisement aussi psychologique qui rentre là-dedans. Ça met les gens face à un isolement aussi contre une administration dont les méandres sont beaucoup trop compliqués. Et en fait, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est de se poser collectivement face à ça. Je pense qu'on a un petit peu rappelé, tu vois, les intentions du CD29 sur ce point et les conséquences, par exemple, non calculées. Et je pensais, Christine, notamment aux questions liées, par exemple, aux agriculteurs qui s'installent en bio ou en agriculture paysanne et qui comptent souvent sur ce revenu qui est donc le RSA, en fait, avant d'être productif, ce qui peut prendre plusieurs années, par exemple. Et on a l'impression que moi, quand je lis les réactions de certaines personnes, par exemple sur les réseaux, en ce qui concerne le thème du RSA, que les gens estiment que quand tu touches le RSA, en fait, tu es une personne qui ne cherche pas du travail et qui ne cherche pas à s'en sortir. Et c'est juste des messages d'une très grande violence aussi. Et ça, c'est un discours idéologique, et c'est le discours idéologique sur lequel il se base de Calan. C'est un discours, lui, son message, il a dit nous, on veut bâtir la France du travail. Nous, on va plutôt lui répondre qu'il veut bâtir la France de l'exploitation, parce que, en gros, ce qu'il cherche à faire, c'est que les gens ils renoncent à leurs droits, et pour prendre à peu près n'importe quel job, et notamment au service. Il y a 4 secteurs où tu peux cumuler pendant 3 mois le RSA avec un salaire si tu as un contrat de 6 mois. C'est l'agroalimentaire, le BTP, le service à la personne, et j'ai oublié le dernier. La restauration. La restauration, et du coup l'idée... Pas des métiers faciles, quoi. Pas des métiers faciles. Non, des métiers faciles quand même. Je plaisante évidemment. Et surtout des métiers où les conditions de travail... du fait c'est non qualifié, et du coup on abuse des gens, et du coup si tu contrains tout le monde à renoncer à leurs droits sociaux, et tu te retrouves à prendre n'importe quel job dans n'importe quelle condition. Et sur la question, tu parlais des agriculteurs, mais il n'y a pas que ça en fait. Ils ont convoqué tous les statuts de micro-entrepreneurs. Alors, par session, c'est les coachs du département qui convoquent, étaient convoqués dans une salle des fêtes à 50 personnes. Et c'est un peu comme à l'école, quoi.
C'est en gros, tu passes, signer ton contrat, parce que tout est contractualisé maintenant. Pour bénéficier des minima sociaux, il faut signer un engagement qui s'appelle le contrat d'engagement. Avant, c'était réciproque, maintenant, c'est plus réciproque. Tu t'engages à respecter tes droits et devoirs. Très difficile, en fait. Et en gros, les copains micro-entrepreneurs ou cotisants solidaires, ils ont défilé et tu passais devant ton coach qui te disait, bon, qu'est-ce que vous allez mettre en place, mais devant l'assemblée. Devant plein de monde. Des 50 personnes. C'est-à-dire, montrez-nous comment vous marchez, en quelque sorte. C'est atroce, quoi. Pour les gens que ça intéresserait, il y a un compte rendu qui a été fait, qui est trouvable sur le site bourrasque-info.org, et après je pense qu'on pourra mettre les liens aussi de plusieurs articles. Mais en tout cas, et nous, ce qu'on pense aussi, c'est juste que les politiques ont encouragé chez les demandeurs d'emploi le fait que chacun devienne son propre patron. Enfin, nous, ce qu'on a l'impression dans le collectif, c'est que tout pousse à l'atomisation. C'est-à-dire que chacun doit gérer sa propre vie et le fait tout seul, et on est tous soumis à des contraintes. Et c'est vraiment, on est en face d'un... Ce que ça a renforcé, ces contrôles du département. On a plusieurs cas où les gens y répondent des choses similaires, et selon le contrôleur sur qui tu tombes, c'est purement arbitraire. Il y a des fois ça passe, il y a des fois ça passe pas. On a quelques exemples comme ça, et on a l'impression que, en fait, nous, on a envie de faire un collectif de lutte pour dire, en fait, ça, c'est des questions qui concernent tout le monde et on a envie de batailler à plusieurs et de sortir de cette dynamique où chacun se retrouve devant l'administration à répondre et à se faire interroger, quoi. Moi, je trouve ça super intéressant et puis très, très... Enfin, j'ai envie de vous dire bravo, parce que c'est quand même des choses... C'est pas simple. C'est pas simple, et puis vous vous retrouvez face à quelque chose qui est difficile à bouger, parce que ce sont des hommes politiques, c'est un conseil départemental, etc. Mais je trouve que, moi, quand je vous entends parler, je trouve ça évidemment très intéressant, et vous êtes indispensable, et j'ai envie de dire merci, moi, Christine, à ce collectif. Effectivement, c'est super intéressant ce qui est mis en lumière par leurs histoires. Nous, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est effectivement le décalage médiatique entre ce qui est vécu par là, ce qui nous est raconté, c'est des dizaines et des dizaines d'histoires de bénéficiaires du RSA qui effectivement reçoivent un contrôle un jour, et donc les courriers, c'est vous avez 30 jours pour nous fournir vos 4 derniers papiers, les justificatifs, 4 derniers relevés bancaires, etc. De 50 francs, 50 euros. Et donc il y a des gens qui parfois, il y a eu des cas de gens qui étaient hospitalisés à ce moment-là, désespérés, qui reçoivent aussi, les courriers trop tard. Ah oui. Oui, et il n'y a aucune humanité derrière, c'est-à-dire que effectivement, on a des gens qui, en tant que travailleurs sociaux, sont censés prendre soin des gens, et ils se retrouvent eux aussi en porte-à-faux face à des obligations de sortie tout droit des tableaux Excel, etc., qui vont à l'encontre complètement des valeurs et des choses pour lesquelles ils sont là, quoi. Déshumanisation totale, quoi. Presque. On est là je sais pas, ça me vient comme ça, mais on est là pour aider les gens, et en fait, ce que nous est demandé la politique départementale va complètement à l'encontre de ce pourquoi on a signé. Donc tout ça, c'est important effectivement de le documenter, et qu'il y ait effectivement des gens qui prennent la parole pour que nous, journalistes, derrière, on puisse aussi raconter ces histoires-là, quoi. Et juste, il y a un tout petit truc à raconter rapidement sur cette question-là, c'est que nous, on a des contacts un peu avec des assistantes sociales du département ou du CCAS qu'on a rencontrés. Et en fait, un des premiers trucs qu'a fait Decaland en arrivant au pouvoir, c'est un rappel aux salariés des droits et surtout des devoirs, et chose qu'ils n'avaient jamais eu. Et notamment sur la question des devoirs, on leur a rappelé le droit de réserve, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se prononcer publiquement en leur nom propre sur la question de la politique du conseil départemental. Et du coup, et vu la faiblesse des luttes aussi au sein du conseil départemental, il n'y a rien qui sort. D'accord. Hormis des choses informelles, nous, des rencontres, des gens qui nous disent en fait, on n'en peut plus. On est en train de courir à refaire des dossiers, à aider des gens à répondre à leurs contrôles sur la charge de travail que ça demande, notamment pour les plus précaires, de trouver des papiers qui ne sont pas gardés, de gens qui n'ont pas de domicile, du coup, qui vont chercher leur courrier une fois par mois, qu'ils reçoivent trop tard, et du coup, à courir après ça. Ouais. On a fait une occupation du CCAS aussi,
où certains des agents nous ont dit, c'était sur la question des aides d'urgence, et notamment, on n'arrête pas de faire il y a un boom des demandes d'aide d'urgence, en tout cas sur la métropole brestoise, parce que les gens ils se retrouvent sans rien du jour au lendemain, etc. Du coup, mais sauf que ça, par exemple, ça sort pas. Christine, j'avais quand même une question par rapport à Splend, et évidemment me demander est-ce que pour toi, est-ce que c'est pertinent de poser cette question ou pas, mais quels sont les cas où la liberté du journalisme semble se restreindre, et quels sont les sujets particulièrement difficiles à traiter en Bretagne aujourd'hui, et est-ce que vous avez eu d'éventuelles menaces quand on travaille comme ça, quand on fait de l'investigation et qu'on a envie de bien faire son travail et d'aller en profondeur et de dire ça c'est peut-être pas normal, quoi. Les difficultés, ça fait partie du métier, c'est-à-dire que oui, une information il faut creuser pour la voir, mais ça fait partie jusqu'à un certain stade, c'est-à-dire que il y a des endroits où on pose des questions, on n'a pas de réponse, alors qu'il y a des lois qui obligent à rendre certaines données publiques, et du coup il faut aller en CADA, commission d'accès aux documents administratifs, pour les obtenir, et des fois même là on les obtient pas, ça veut dire qu'il faut aller au tribunal administratif. Donc il y a vraiment à certains endroits, et on le voit pas uniquement au niveau du conseil départemental, il y a sur l'enquête hôpital, il y a des données qui viennent d'hôpitaux publics et qu'on n'arrive pas à obtenir, et du coup il va falloir aller très loin pour obtenir ces choses-là. Justement, ça rebondit, Christine, si tu me permets, sur une autre question, mais c'est plus difficile aujourd'hui d'avoir des informations tout simplement. Alors, plus difficile qu'il y a 20 ou 30 ans, je ne sais pas, parce qu'il y a aussi, justement, Internet permet d'avoir accès aussi à une certaine manière. En tout cas, les choses ont changé, et notamment dans cette histoire-là, avec le département, c'est bien, moi c'est quelque chose, quand je fais des interventions d'Éduc Média, je fais souvent la différence entre la communication et l'information. Qu'est-ce que sont tes interventions d'Éduc Média, Christine ? C'est dans les écoles, les lycées, on me demande parfois d'intervenir pour raconter le métier de journaliste. D'accord. Et donc la communication, c'est un peu, on va dire, l'ennemi du journaliste, parce que justement face à tu me rappelles des choses, oui. Quand on interroge une entreprise, on va pas avoir tout de suite l'interlocuteur qu'on souhaite avoir, on va avoir le service com qui va avoir réfléchi à des éléments de langage et qui va mettre en avant ce qu'il a bien envie de mener. Et du coup, là, au département, on voit bien que le service com est très efficace. Le lendemain de la polémique sur la soirée RSA, Maël de Calan, lui, il posait sur Facebook avec un doudou qu'il avait retrouvé, ou que ses conseillers avaient retrouvé dans une soirée à Trévarez, en disant qu'il l'a retrouvé. Il se met en scène énormément. Et donc, on a retrouvé l'enfant, la question. Je m'en fous. Mais la question, c'est effectivement, cette communication prend le pas sur l'information et la réalité des chiffres, quoi. Après, des menaces et des intimidations, on les a documentées. Il y a ma collègue Morgane Large qui s'était fait déboulonner ses roues de voiture. Exact. Avec Inès Léraud, on a subi un procès en diffamation, une procédure Bayon au mois de juin dernier, qu'on a gagné. C'est des batailles à mener, mais en tout cas on sent qu'effectivement les attaques contre la liberté de la presse viennent de toutes parts, et que ça demande en face d'être suffisamment costaud, d'être organisé en collectif comme on le fait à Splend. C'est-à-dire que moi, la semaine dernière, si j'avais été tout seul, le rouleau compresseur de la communication avec les interventions de Calan sur TBO, puis le lendemain matin sur France Bleu Brisel, puis en séance plénière, il pouvait dérouler si on n'était pas derrière à pouvoir répondre à une partie des choses sur lesquelles on avait besoin de répondre, quoi. Mais du coup, ça demande d'être assez costaud, et effectivement, quand on est un collectif de journalistes, on voit bien qu'on a les armes pour pouvoir avertir les syndicats de journalistes, etc., les confrères, consoeurs qui peuvent
constater qu'il aussi, y a un vrai problème quand on est des collectifs de précaires ou des collectifs en lutte où on n'a pas cette habitude de parler de relations avec les médias. C'est tout de suite une guerre qui est à armes totalement inégales, quoi. C'est vrai que les choses ont bien changé. Tu parlais de 20 il y a 30 ans. Moi, je sais que j'avais pas Google, en tout cas pour faire des recherches des fois. Mais j'ai vu les communicants arriver. Par exemple, comme moi, c'était le sport, tu sais, mon milieu de journalisme. Mais je me suis rendu compte que du jour au lendemain, les communicants étaient arrivés et tu pouvais plus aller directement, ça rejoint ce que tu dis, voir un joueur de foot par exemple et lui dire bah tiens, j'aimerais bien te voir après l'entraînement, on fait une interview et tout. Ah ouais mais non, on m'a dit la première fois que je me rappelle, ah non mais t'as vu ça avec la communication et tout, ça m'a... Et voilà. Et c'est vrai que ça se passe comme ça aujourd'hui et puis tu connais bien maintenant le système évidemment, Christine. Mais après sur la question de la communication, c'est juste... On fait face à une offensive de communication idéologique de la part de Decaland qui dit bâtir la société du travail, les gens retrouvent le marché de l'emploi, et d'opposition, de création d'un truc de parasite, de la figure du parasite assisté. Oui, elle est forte cette figure de parasite sur les commentaires des réseaux sociaux. Moi j'ai trouvé ça impressionnant. Exactement ce qu'ils cherchent, et nous on a tendance à dire que plutôt le fait de taper sur les RSA, ça va affaiblir les droits de tous les travailleurs, et que en fait on se retourne pas contre les vraies problématiques, et que faudrait plutôt aller attaquer en haut que descendre vers le bas. Et en tout cas, nous c'est un peu notre idée, et ça c'est de la communication, de dire tout ce discours-là. Et après, dans les faits, on discutait à la pause avec Seb, là, mais juste de dire, en fait, sur les 1200 radiations qu'il y a eu l'an dernier... 1200 radiations du RSA. 600 qui sont suite à une non-réponse à un contrôle. Et en fait, là, la politique du département, elle s'inscrit dans un cadre qui a été permis par la loi. C'est une libre interprétation de la loi dite pour le plein emploi. Il y a des relances ou pas quand tu refuses un premier contrôle ou pas? Ils te disent que tu as 4 mois de suspension pour fournir tes pièces. Ce qui se passe, c'est dans ce laps de temps, il y a 4 mois, et après... Où tu touches rien du tout. Où tu ne touches rien du tout. Et 4 mois 4 mois. Et après, au bout de 4 mois, tu es radié. Quand tu es radié, tu peux te réinscrire. Et voilà, et nous, il y a une petite bagarre, et peut-être à voir comment on l'amène, mais notamment, il y a des gens qui se régularisent dans ce délai de 4 mois, qui fournissent les pièces qui leur sont demandées, etc., et le conseil départemental, qui sont réintégrés dans le dispositif, mais le conseil départemental leur reverse pas les sommes qui ont été suspendues. Il y a une non-rétroactivité. Il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de comment on appelle ça, de rétroactivité. Ouais. Alors que c'était en fait la loi plein emploi, il y a eu le décret sanction qui est sorti, et il parle de suspension remobilisation, c'est-à-dire que si tu te régularises et tu fournis les pièces que tu as bien recherchées de l'emploi, plus tout ce qui te demande, le côté intrusif qu'on a dit dans la vie des gens, et en théorie, il y a une forme de rétroactivité, c'est-à-dire qu'il te reverse. Mais le conseil départemental du Finistère, arbitrairement, n'applique pas ça. Et nous, ce qu'on a l'impression, c'est que cette loi pour le plein emploi, elle a ouvert la voie. Vu que c'est le département qui verse le RSA, il y a plusieurs départements, dont le département du Nord, l'Allier et le Finistère, qui sont en pointe pour mener une politique répressive de petits barons de droite qui sont un nom sur la traque aux pauvres, etc. Et il y a... voilà. En tout cas, pour reprendre tes mots, Pat, on n'est pas dans un refus des contrôles. C'est que les contrôles sont extrêmement exigeants, qu'il y a un délai très court dans lequel on doit fournir énormément de papiers, et que c'est compliqué pour n'importe qui de pouvoir fournir ces documents, mais en plus on est face à un public qui parfois a pas d'imprimante, vous en parliez tout à l'heure, c'est que rien qu'envoyer le dossier par commandé, ça peut facilement monter à 15 balles, et puis après il faut renvoyer des papiers, et donc il y a on n'est pas dans des gens qui ne veulent
ont quelque chose à se reprocher. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait entendre par refus de contrôle, et on n'est pas là-dedans. Enfin, là, les situations que tout le monde nous documente, c'est des gens qui ont c'est concrètement difficile de répondre à ça, quoi. Et on ne tient pas compte, évidemment, je dirais, des soucis de chaque personne. Elle peut avoir des problèmes de santé, des problèmes psychologiques, je ne sais pas quoi encore, d'autres difficultés pour rassembler ces papiers, les remettre en temps et en heure, etc. Des phobies administratives, oui, ça existe absolument. On a vu plein de choses après le Covid comme ça, où le syndrome de la cabane, entre autres, où certaines personnes ne pouvaient plus sortir. Monsieur Seb, on met les vulves assassines et on va conclure avec nos amis. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. Libérez nos camarades, ouvrez la cage aux soixantenaires, qu'ils fassent des promenades, du jardinage et du bricolage, des néphrases et puis du sport, et aussi du soutien scolaire, qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en dégueulent à la minuit. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. On veut que nos vieilles quittent les machines, s'envoient en l'air dans les glycides, qu'elles parlent fort à table, nous mettent minables au Scrabble, qu'elles repassent des diplômes, qu'elles nous fassent des tartes aux pommes ou qu'elles glandouillent au soleil si elles ont un peu la flemme. On s'arrêtera pas là, on veut entendre les cris de joie dans les parcs en été, des quinquas libérés, les cheveux gris au vent, courant à poil vers le vent qui puisse écrire. Assassines, elles étaient passées à Brest il n'y a pas très très longtemps. Je ne sais pas si tu te souviens, Christine. Elles étaient passées au Vauban, me semble. Sûrement. Ouais, mais voilà, tu te rappelles pas. La retraite à 60 ans. On était ce matin, puisque il est presque 11h sur Transistor et dans Pas de Blabla, avec Christine Falleron, journaliste du média Splend, et avec le collectif RSA France Travail, Gaël, Bruno et Gustave. Comment pourrait-on conclure l'émission, Christine, toi qui connais bien le sujet, et toi qui as vécu il y a maintenant 2 semaines quelque chose d'assez quand même traumatisant. Ouais, après je me suis retrouvé dans un tourbillon médiatique et c'est pas vraiment ma place. Oui, tu as fait le tour des médias, tu as vu à la télé, etc. L'important, c'est si cette histoire-là peut permettre de mettre la lumière sur le travail de Splend en général et la situation particulière là de ce qui se passe autour du RSA dans le Finistère, tant mieux, allons-y, et du coup profitons-en pour donner la parole à ces histoires-là et continuer de mettre ça en lumière, quoi. Ouais. Et aussi, vive les radios libres qui permettent aussi ces temps-là. C'est important. On sait qu'aussi financièrement elles sont attaquées, etc. Et que c'est des endroits comme ça sont précieux pour pouvoir donner la parole à toutes et tous. Merci Christine, c'est vrai que c'est très gentil. On attend toujours d'ailleurs l'histoire de ce budget. Je crois que c'est pas réglé, alors j'espère qu'ils vont pas trop nous enlever dessous, parce qu'après, voilà, le collectif Bruno, Gustave, Gaël, qui veut conclure? Gustave ? Ouais, nous, rapidement, je pense qu'on peut dire qu'on va continuer à s'organiser contre la réforme des 15 heures déjà, et contre la politique départementale de contrôle massif et de renforcement de notre exploitation, quoi. Et alors, ceux qui nous écoutent, Gustave, et qui ont besoin d'aide et qui touchent le RSA, où c'est qu'on peut vous joindre, où on peut vous rencontrer? Alors, on peut nous rencontrer une fois par mois lors de nos assemblées mensuelles. Notamment, il y en a une ce soir à 18h30 à Brest, au local Le 10. C'est au 10 rue Cizelet, au quartier Pontanézen. D'accord. Et on a aussi un mail ag-rsa
@france-travail-brest@riseup.net. Il n'y a pas un petit compte Insta, un petit compte Facebook, il n'y a pas un petit truc comme ça? On n'a pas l'ancienne encore. Bruno? Et après, il y a en fait tous les textes qu'on a publiés, ils sont retrouvables sur bourrasqueinfo.org. Oui. Et il y a aussi, juste on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on a sorti un guide d'accès au droit, dont la dernière version est toujours trouvable sur bourrasqueinfo.org. Voilà. Super. Merci Gaël aussi. Merci d'avoir été là tous les trois ce matin. Et merci Christine. Merci à vous pour l'accueil, l'invite. Et puis à bientôt, on pourra parler plus généralement peut-être de Splend et des autres médias comme Basta, Street Press, tous ces médias qui travaillent pour avoir une autre actualité, en tout cas un autre angle sans doute de l'actualité. Merci beaucoup d'avoir été là Christine. Merci. Et merci à vous trois. À bientôt, Monsieur Seb. On se retrouve dans 3 semaines. Le 8 janvier, ce sera avec Jean-Charles Guichin. On dit Guichin ou Guichen, Christine? Qu'est-ce qu'on dit? Jean-Charles Guichen, tu sais pas? On l'appelle Jean-Charles. Ah, Jean-Charles. Merci Brasse, comme il dit Jean-Charles. À bientôt, le 8 janvier, Kenavo. Salut à tous. Merci beaucoup.